Santé des sols et plantes fourragères pérennes. Aujourd'hui, je te parle d'un petit point que je réfléchis depuis quelques jours parce que j'ai assisté à des conférences sur la santé des sols et on parlait qu'au Québec, la santé des sols se dégrade, ou il y en a beaucoup qui sont déjà dégradés. Et puis là, pour te faire le topo, on a tout le temps le côté maïs, soya, grande culture, céréales, et le côté plantes fourragères. On dirait qu'on ne l'inclut pas dans une culture principale. C'est comme les plantes fourragères, on le sait déjà, c'est bon pour les sols. Donc, je pense que la majorité des producteurs vont savoir que si tu as, exemple, une prairie de 4 ans avec de la luzerne dedans, une belle légumineuse, puis que tu décides de faire un maïs par la suite, le rendement va déjà être, on le sait qu'il va avoir une coche de plus d'habitude, OK, au niveau des nutriments, puis tout. Parce qu'on parle de santé des sols. Santé des sols, c'est quand même un beau mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Santé des sols, de ce qu'on comprend avec les conférences, c'est au niveau de la matière organique, qui est très, très, très importante. Donc, matière organique qui va aider le côté carbone, le côté avoir la porosité du sol, c'est-à-dire, ça prend de l'eau puis ça prend de l'air. Pour avoir la vie dans le sol, ça prend de l'eau puis de l'air. Donc, si ton champ est plein d'eau, puis que l'eau, elle rentre pas, elle pénètre pas dans le sol, c'est que tu es probablement compacté. Donc, l'eau, elle va prendre du temps soit à s'infiltrer, et s'il y a beaucoup, beaucoup d'eau, il y a moins d'air, mettons. Fait que c'est d'avoir l'équilibre des deux. Fait que la compaction devient un enjeu qui est important au niveau des sols. Donc, santé des sols, compaction, tu compactes, tu as moins d'eau, tu as moins d'air, tu as moins de vie. Donc, on veut amener des vers de terre, on veut amener des micro-organismes, le côté champignon qui va être présent dans le sol et que les racines de peu importe la culture vont bénéficier. Là, on arrive souvent à faire le parallèle en disant « Ah, j'ai fait 50 prairies, je reviens avec mon maïs, pouf, mon maïs, c'est beau. » Il n'y a souvent rien qui nous amène à dire « Oui, mais la prairie, au départ, là, au lieu qu'elle me serve juste à réfléchir à une santé des sols, puis que je vais me permettre de dire je vais avoir des rendements moins hauts dans mes champs de foin, dans mes prairies pérennes, parce que, je veux dire, j'améliore la santé de mes sols. » Oui, ça peut être un choix, mais on ne l'a pas élevé. Mais par contre, on veut que le maïs soit élevé ou le soya ou les rendements des autres cultures bénéficient de l'avantage des prairies. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les prairies, pour les avoir en santé? C'est comme si on se dirait, la prairie, c'est pas grave, t'assommes, t'as laisses aller, puis peut-être que dans 5 ans, tu vas avoir des beaux résultats parce que tu vas avoir une santé des sols extraordinaire. C'est à peu près comme une personne chez qui je dirais, moi, donne-moi, dans le fond, tes pires champs, c'est lesquels les plus compactés, le moins de fertilité, le moins de drainage, égouttement, lesquels qui sont les pires? Bon, on va tous les mettre en maïs grain. OK? Parce que moi, je sais que ton élevage a besoin d'avoir des fourrages de qualité, donc on maximise les plantes fourragères. Je veux avoir tes meilleurs champs, tes meilleurs sols pour faire de la plante fourragère. C'est comme un peu un non-sens où ce que tout le monde dirait, ben voyons non, Éric, je veux dire, on veut le maïs qui ait du rendement. Un maïs dans une terre qui n'est pas belle, qui n'est pas en santé, qui est compactée, ben j'aurai pas de rendement. Je vais avoir des petits plants, ils vont être jaunâtres, les épis ne seront pas gros, donc c'est très visuel, tape à l'œil. Mais on le permet d'un plan de fourragère pérenne, de dire, ben j'ai moins de rendement dans ce champ-là, mais c'est pas grave, ma santé des sols s'améliore. Mais c'est quand le moment où les plantes fourragères pérennes bénéficient d'un avantage d'avoir eu des sols en santé au départ pour avoir une productivité intéressante sur des entreprises. C'est un peu ça le point. Fait que j'ai rien contre l'aspect, puis je comprends très bien que oui, le long terme doit se faire. On est dans l'agricole, donc les plantes fourragères pérennes améliorent la structure du sol, améliorent la porosité, des racines qui descendent, les champignons qui vont se créer, la vie microbienne, les vers de terre à travers ça. C'est vrai que ça fonctionne. Mais peut-être qu'au départ, si tu as une terre compactée, ça pourrait peut-être être valable d'avoir, avant de l'établir en plante fourragère, parce qu'il y en a qui l'ont fait. Il y avait des panélistes aussi sur cette journée-là qui disaient on pensait mettre en plante fourragère parce qu'on s'est fait dire que ça va améliorer notre structure de sol puis la santé de nos sols. Bien, il y avait des nappes d'eau perchées, il y avait de la compaction énormément. Ça a été une catastrophe pour eux autres. Ça n'a pas eu aucune rentabilité, aucune levier au niveau structure, au niveau santé des sols. Il a fallu reprendre une approche mécanique. C'est ce que je comprenais un petit peu là, de ce qui nous a été expliqué. Puis je suis d'accord avec le fait que même si on veut revenir dans une prairie pérenne, on pourrait aussi avoir un côté
décompaction mécanique faite dans des bons temps pour vraiment peut-être éclater une structure, amener de l'air, amener de l'eau, peut-être même de la matière organique par des fumiers, tout, ça pourrait être de quoi, c'est un long processus. Fait qu'on parle peut-être que, je pense qu'on dit une quinzaine à vingtaine d'années facilement pour réaméliorer la santé des sols et on parle beaucoup de matière organique. C'est sûr que les racines des plantes fourragères amènent beaucoup de matière organique aussi. Les résidus au sol, on récolte, mais je veux dire, on récolte quand même, il y a toujours un peu de perte qui s'en va au sol. Fait que ça a un effet bénéfique. Moi, la seule chose que j'aimerais qu'on tienne en compte, c'est que la plante fourragère pérenne, c'est une culture en elle-même qui se doit aussi d'être rentable et non pas d'être uniquement l'enfant pauvre qui améliore toutes les autres cultures. C'est vraiment mon topo, mon sujet, parce qu'on constate aussi à faire des tournées de champs avec des clients qu'on va arriver à la fameuse semelle de labour, là, et puis on a des racines de luzerne là, qui tournent à 90 degrés carrément. Est-ce qu'on a une rentabilité? Est-ce qu'on a une efficacité? Est-ce qu'on a une persistance dans nos légumineuses comme la luzerne avec des hivers ou quand elle a vraiment la racine dans l'eau? Non. Donc, on n'a pas un avantage nécessairement. Puis on le voit, la compaction est très présente. Fait que le sujet santé des sols amenait genre le petit red flag de dire la compaction, faites-y attention. Mais on parle quoi? On parle de batteuse, on parle de grains de quart. Après ça, oui, il va y avoir les épandeurs à fumier. Mais c'est toujours dans la grande culture. Et on entend tout le temps la phrase « Ouais, mais je passe dans ma prairie en mettant des applications de fumier avec des grosses citernes de purin, de lisier, des tanks à lisier, puis ça ne compacte pas. » Faire des poids paresseux puis de vraiment regarder le poids de ces équipements-là, c'est énorme. Après ça, on passe combien de fois dans une prairie? Fait qu'il y a des gens qui vont faire des applications de fumier une fois, 2 fois par année, peut-être 3, dépendamment. Versus peut-être un champ de grains où il va en avoir une, peut-être 2. Donc là, on commence à... Oui, OK, on passe pareil sur notre champ de foin. Après ça, on va passer avec des presses aux presses à grosses balles carrées. Une presse à grosse balle carrée, pour te donner une idée, c'est environ 10 tonnes. OK? Fait que si tu fais, exemple, dans l'humide, que tu as déjà 2 balles et quelques dans la presse, plus le poids de la machine, et on s'entend que la dimension des pneus, de la pneumatique sur les grosses presses à balles carrées, c'est pas la même chose qu'une tank à fumier non plus. Là aussi, ouais, tu vas me dire, oui, mais la tank à fumier peut être beaucoup plus pesante. Effectivement, peut-être, mais quand on fait les poids paresseux, c'est énorme. Et on constate aussi que le tracteur en avant est de très grande dimension, souvent, pour travailler avec un équipement comme ça en arrière. Fait que tu viens faire de la compaction dans tes champs avec le pressage. Et là, ça peut être pareil si tu te promènes avec, exemple, des boîtes en silage, ramasser des balles rondes, même une presse à balles rondes. Si tu as un essieu, même si la roue est plus grosse, c'est quoi la charge par essieu? C'est quand même surprenant le poids qu'on va avoir dans le champ de foin. Et le champ de foin, si la prairie qui est pérenne, que tu vas probablement récolter 3 fois par année, on espère dans les bonnes conditions, mais il y a quand même des passages qui vont être faits avec des équipements de plus en plus gros aussi. Donc, on vient compacter nos champs de foin. Donc, ça vient à dire qu'aujourd'hui, le sujet santé des sols est souvent attribué à grande culture, maïs, on va avoir des sols en santé. Pour avoir des sols en santé, ben, il faut faire attention à notre matière organique, mais ramener des retours avec des champs de foin, ça va être winner. Mais le champ de foin, lui, on fait comment pour qu'il soit beau? Fait que c'est un peu là-dessus que ça me chatouille tout le temps de ne pas placer le champ de foin dans la même catégorie que les autres cultures et de dire « oui, j'ai besoin de santé des sols ». La grosse affaire, c'est que c'est le champion pour améliorer ta structure. Je suis d'accord avec ça. Fait que ça améliore la structure, ça améliore ta santé, les vers de terre et tout pour le long terme. C'est très bénéfique pour les sols, mais il faudrait aussi le considérer comme une culture à travers ça pour ne pas uniquement penser à dire « ben faites des plantes fourragères pérennes là où vos sols sont les plus laids ». C'est mon topo là-dessus. Et puis, vu que je continue toujours de croire que la plante fourragère devrait avoir une place de priorité pour tous les bénéfices qu'elle va apporter au niveau de l'environnement aussi,
Donc, tu es au niveau du contrôle de l'érosion un petit peu plus, la séquestration soit des carbones qu'on entend beaucoup parler, le multi-espèces, les retours d'azote qu'on va apporter avec les légumineuses pour les cultures subséquentes. Fait que, tu sais, l'effet d'une rotation, c'est dans un tout. Et puis là, je te fais un petit dernier parallèle là-dessus. On a souvent dit une rotation dans une personne qui a uniquement de la grande culture, quand tu fais une céréale à paille, un blé orge avoine, exemple, que cette année-là, tu n'auras pas vraiment de rendement de qualité, tu ne feras pas nécessairement tous tes frais à l'hectare, mais au moins la plante qui va suivre, le maïs soya, va bénéficier d'une rotation de culture qui, dans l'ensemble, va être intéressante. Ben, j'aimerais qu'aujourd'hui, on considère la plante fourragère dans l'élément total, dans le plan total de match qu'on va avoir, comme une culture qui a besoin de rentabilité, non pas juste comme un mal-aimé qui va nous servir éventuellement pour nos autres cultures. J'espère que ça fait du sens pour vous autres. Des fois, c'est clair dans ma tête. J'essaie de vous l'exprimer. Fait que tu as des commentaires, ben écoute, tu peux les dropper là, ça me fait plaisir. J'ai toujours dit que j'aime avoir des idées différentes, des opinions différentes, parce que ça nous permet d'aller chercher des points de vue intéressants qui nous font tous grandir. Fait que oui, santé des sols, très important. Plantes fourragères pérennes, considérez-les comme une culture en elle-même aussi pour avoir une rentabilité puis des bénéfices sur vos entreprises.